Par exemple, au moins qu'elle ait eu quelque chose, ça se fait, hein, des espèces de langes qui permettent aussi de cacher quand on est moi. Personnellement, j'ai déjà vu dans le métro ou dans des lieux publics des femmes qui, comme ça, allez, sortent leur sein, donnent le sein au bébé devant tout le monde. Moi, je trouve ça, c'est pas une question de pudeur ou quoi, mais je trouve que voilà, il y a une forme d'intimité aujourd'hui. Ben, j'ai le droit, ben non, t'as pas le droit. Il y a aussi le respect pour ce bébé. Il n'a pas à être allaité n'importe comment, n'importe quand. Je rejoins Joël, non seulement elle aurait dû utiliser tiret, mais en plus elle aurait dû faire ça dans une certaine discrétion. Donc moi je trouve que les excuses de Pôle emploi. Elle aurait dû utiliser le tiret. Aucun problème avec un biberon. La problématique c'était seulement d'avoir donné le sein. Aucun problème avec le fait d'avoir un bébé sur place. Moi j'ai trouvé ça édifiant et malheureusement très révélateur. Aujourd'hui dans notre société, on peut se balader avec un décolleté. Alors je suis désolée, je suis la preuve vivante qu'on peut allaiter avec des petits seins. J'ai beau retirer, ça fait pas un décolleté trou. Mais on peut allaiter avec un décolleté sans souci. Si une femme découvre son sein pour allaiter, c'est scandaleux. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les femmes. Je vous parle depuis un moment d'un peu toutes les problématiques que moi j'ai rencontrées et que j'entends autour de moi. Et je trouve ça triste en fait, qu'on ait tous ces bâtons dans les roues pour allaiter, parce qu'allaiter c'est des instants magiques. C'est juste fabuleux en tant que femme de se rendre compte qu'on est capable de continuer à produire la nourriture de notre enfant, parce qu'on le nourrissait déjà dans le ventre. C'est pas que des moments de bonheur, comme la grossesse. il y a du blanc, du gris, du noir, mais c'est quand même des moments d'exception. Et puis surtout, c'est une facilité de vie une fois que c'est mis en place. Je veux dire, on prend une écharpe, un bébé, et on peut faire le tour du monde. Et je trouve ça triste que ce soit pas accessible à toutes les femmes qui en ont envie. J'avais dans l'idée qu'il n'y a pas si longtemps, nos mères, nos sœurs, il y avait une transmission qui se faisait de femme à femme et que l'allaitement se transmettait comme ça. Et puis quand je suis partie un petit peu regarder notre histoire, je me suis rendu compte que j'étais très très loin du compte. Je vous propose un petit voyage dans l'histoire française. Je vous emmène assez loin pour démarrer. En moins 300. Donc moins 300, c'est le début de l'homme et de la femme, puisque la femme est un homme, c'est un début de réponse au problème. Où on suppose que les femmes devaient allaiter leurs enfants. On avance dans le temps, on arrive vers moins 1750, on a le premier texte qui fait référence aux nourrices. Les nourrices, c'est des femmes qui allaitaient des enfants qui n'étaient pas le sien. Alors on est sur la classe princière, puisque de toute façon à cette époque-là, on n'a quasiment que des écrits sur ces personnes-là. Mais déjà, du coup, à l'époque, on avait des femmes qui confiaient à d'autres femmes le fait de nourrir leurs enfants. On avance un petit peu dans le temps et on arrive à l'Antiquité, où là, on retrouve encore la notion de nourrice. On retrouve aussi pour la première fois des goutis. C'est les biberons de l'époque, dans des tombes gallo-romaines. Et on a les nourrices, pareil, dans la haute société, qui viennent de plus en plus fréquentes, notamment parce qu'il y a une croyance qui est répandue que l'allaitement fait vieillir plus vite. Et puis il commence à y avoir beaucoup de mythes autour de l'allaitement, et il y a notamment un médecin qui s'appelle Cernus d'Éphèse, qui va, par exemple, écrire le guide de la bonne nourrice. On pense que les caractères passent dans le lait, donc il faut plutôt des nourrices directes qui sont fortes. Enfin, voilà, on va chercher... Et ce guide de la bonne nourrice, il va perdurer, il va être suivi encore au Moyen-Âge, il va vraiment durer dans le temps. Le fait que la haute société délaisse l'allaitement, on va avoir des classes un petit peu moins aisées vouloir le faire aussi. Et du coup, sur les marchés, il va y avoir au pied de ce qu'on appelle les colonnes lactaires, des femmes qui vendent leur lait. On a
ce genre de pratique déjà à l'époque. On avance dans le temps, on arrive au Moyen-Âge, où là, une fois de plus, dans la noblesse, le recours aux nourrices est très fréquent. Et pour une raison qui est forte, c'est qu'on est persuadé qu'une femme ne peut pas avoir de rapport sexuel et allaiter. Et autant dire que dans une société où l'adultère est condamné, il est hors de question pour le mari de renoncer à ses droits. D'autant plus qu'un des rôles de la femme, c'est quand même d'assurer la descendance. Donc on est des reproductrices. Cette mode, le fait que les classes aisées le font, ça va commencer à descendre et de plus en plus de personnes vont le faire et avoir recours aux nourrices. Si bien qu'on arrive à une époque de nourrices mercenaires. Alors en réalité, les nourrices mercenaires, c'est le fait d'avoir qu'il y a vraiment une grosse industrie de nourrices qui se développe. Et ça, c'est dû à quelque chose qu'on n'a pas vraiment en tête. On est fin 1700. Les femmes travaillent. Alors, on ne dit pas forcément que les femmes travaillent, elles aident leur mari, un peu comme aujourd'hui les hommes ne participent pas aux tâches domestiques, ils aident leurs femmes. Mais voilà, les femmes travaillent, et notamment il y a le salariat, le travail salarié qui va commencer à se développer avec l'ère industrielle après. Et pour donner une idée, 1790, sur 20 000 naissances à Paris, 18 000 enfants sont placés en nourrice au loin, 1000 sont placés en nourrice sur place, et seulement 1000 sont allaités par leur mère. Donc on est déjà sur une perte de l'allaitement maternel parce qu'il y a tellement d'enfants placés en nourrice qu'avec le développement des nourrices, il y a aussi le développement des biberons. Et ces enfants-là, ils vont être nourris dans des biberons en étain, avec du lait animal, avec des bouillies, parce qu'en fait, toutes ces femmes n'ont pas forcément de lait, et même si elles en ont, elles n'ont pas assez pour nourrir autant d'enfants. Les nourrices mercenaires, ça va être très rapidement interdit dans toute l'Europe, sauf en France. Ça va être interdit parce qu'il y a un taux de décès qui est extrêmement fort. À peu près 3 enfants sur 4 décèdent des placements en nourrice. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû au transport. C'est des tout petits bébés qu'on emmène dans les transports d'époque, donc au courant d'air qui peuvent tomber. C'est dû à l'hygiène. C'est l'hygiène des biberons. C'est dû au fait qu'il n'y avait pas forcément l'alimentation. Enfin, voilà, tout un facteur qui fait que ça va quand même inquiéter les autorités, qu'il y a autant de bébés qui disparaissent. Et plutôt que de prendre la décision d'arrêter cette pratique comme on l'a fait ailleurs, chez nous, on va légiférer. Et on va avoir un petit peu finalement l'ancêtre de nos rendez-vous médicaux tous les mois, parce que tous les mois, il va y avoir une visite chez la nourrice pour voir si on a pris soin de l'enfant. À cette époque, on commence à trouver des recettes. On est assez bien renseigné quand même sur le lait de la mère, parce qu'on voit déjà, on sait que le lait d'ânesse est le plus proche. Et on voit des recettes sur comment adapter du lait de vache pour que ça ressemble le plus au lait humain. Donc en rajoutant du sucre, en rajoutant de l'huile. On est sur l'ancêtre du lait industriel, et on est dans les années 1800. Et fin 1800, il y a un médecin qui va monter ce qui s'appelle la coupe de lait. En fait, il fait le constat que les femmes qui sont venues le voir, femmes pauvres principalement, qui ont accouché de leur enfant, elles reviennent un an après pour le deuxième, parce qu'à l'époque les grossesses sont finies, et elles ont déjà perdu le premier. Et du coup, lui, il va proposer d'accompagner ces femmes, c'est le début de la pasteurisation. Il va pasteuriser des bouteilles de lait et leur apprendre à créer le lait, ces formules-là, et ces bébés vont commencer à survivre. Du coup, les femmes des classes plus aisées vont apprendre que ces enfants survivent et vont se mettre elles aussi à nourrir leurs enfants en pasteurisant les biberons et en se donnant d'autres lait. Ce début du lait artificiel en France, ça va sauver des vies. Et ça va sauver vraiment beaucoup de vies. Donc dans notre pays, le lait artificiel, il y a un amalgame qui est fort. Le lait artificiel a sauvé des vies. Là où l'allaitement qui est associé aux nourrices en ont énormément tué. Et ça, c'est encore marquant aujourd'hui. Sur le 19e siècle, on a des combats féministes assez forts où les femmes vont réclamer le droit d'être proches de leur enfant.
le droit d'être mère en fait. Parce que les femmes qui devenaient nourrices ou les femmes qui confiaient leur enfant à nourrice, on leur posait pas la question en fait. C'est le père qui confiait, c'est les parents qui décidaient que la femme serait nourrice. Et d'ailleurs, la plupart des femmes pour devenir nourrice devaient abandonner leur propre enfant. Donc c'est des conditions qui sont quand même dures. C'est assez que lire tous ces écrits, ça remue. Donc il y a ces premiers combats de femmes et de ça va naître les premières crèches en entreprise, le droit au congé maternité, la prime d'allaitement qui va disparaître par la suite et les lois qu'on a aujourd'hui sur l'heure pour pouvoir tirer au travail sont liées. Alors à l'époque c'était pensé pour que les femmes allaitent leurs enfants sur le lieu de travail et c'est toujours les mêmes textes aujourd'hui qui s'appliquent. On avance dans le temps. J'ai oublié cette affiche-là. On fait encore un petit bond dans le temps et on arrive sur le régime de Vichy, en Seconde Guerre mondiale, avec une nouvelle devise, travail, famille, patrie, où les femmes vont être en quelque sorte consignées à domicile parce qu'il faut repeupler. Et il va y avoir un vrai retrait des droits des femmes à un moment où il y a aussi pénurie, donc du coup pénurie élevée, et on a un des plus forts taux d'allaitement en France, mais qui correspond à un moment où les femmes ont perdu beaucoup de droits. Ce qui fait que très peu de temps après, dans les années 50, on a un féminisme très fort sur la maternité, c'est de l'esclavage, l'allaitement, c'est une servitude évidente. Et il va vraiment y avoir un rejet de la maternité dans les courants féministes en tout cas. Années 70, il y aurait beaucoup plus à dire, je passe très vite. Années 70, il y a à nouveau ce courant féministe égalitaire, en rejet de la maternité, liberté de la femme du fait de se détacher de la maternité. Et le courant Peace and Love, je vais appeler ça comme ça, qui est beaucoup plus nature et du coup pour le coup un retour à l'allaitement. Dans les années 80, il y a le Code international commercialisation des substituts de lait maternel dont je vous ai déjà parlé. 90, l'initiative des hôpitaux amis des bébés. Il faudra attendre 2000 pour que le premier arrive en France. Et aujourd'hui, on a un taux d'allaitement qui est de 70% sortie de maternité, qui est à peu près stable et qui est quand même meilleur qu'à cette époque-là. Moi, ce que je constate de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours eu des personnes qui ont dit aux femmes il faut allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Ces mêmes personnes-là, elles leur ont dit vous n'avez pas assez de lait, il ne faut pas donner le colostrum parce que c'est du poison, il faut arrêter dès que vous êtes malade, et au final, elles ont mis toutes les conditions en place pour que les femmes puissent parler. Et je trouve que c'est par exemple extrêmement flagrant. En 2019, Plan national nutrition santé, qui met en avant le fait qu'il faut allaiter plus les enfants parce que c'est ce qui correspond, etc. Et cette même année-là, vous avez deux réglementations. Une qui concerne la location de tire-lait. Jusqu'à présent, quand on loue un tire-lait, c'était pour 1 an, intégralement remboursé. Et bien depuis l'année dernière, c'est pour 12 semaines. Donc déjà, le message est très fort aux femmes, l'allaitement c'est 12 semaines. Et après, vous pouvez renouveler l'ordonnance, mais ce ne sera pas intégralement remboursé. Et en plus, il faudra aller voir votre sage-femme toutes les 10 semaines. Donc, on a déjà bien simplifié. Et on a enfin, parce que la loi pour le travail, elle concernait que le secteur privé. Donc on a enfin une loi sur le secteur public, où ça y est, les fonctionnaires ont 1 heure pour allaiter, mais sous réserve de la disponibilité du service. Autant dire que la fonction hospitalière, ben voilà. Et puis pour le reste, ça va dépendre de la sensibilité de votre manager, de l'intérêt qu'il porte ou pas à ce que vous perdiez 1 heure pour ça. Donc en termes de protection et d'aide à la femme, je sais pas. Quand ils ont conduit le plan nutrition santé, ils ont dû oublier qu'en fait l'allaitement ça impliquait les femmes.
il y a quand même un vrai enjeu social à favoriser l'allaitement. Le premier, c'est pour des raisons économiques. Les préparations commerciales infantiles, ça a un coût. C'est entre 700 € et 1000 € par an. Et pour des familles en précarité, c'est vraiment pas rien comme somme. Et il faut tellement se renseigner pour réussir son allaitement, pas pour toutes les femmes, mais pour certaines, que statistiquement, c'est les foyers précaires qui généralement n'allaitent pas. Ou plutôt l'inverse, c'est souvent des foyers aisés qui vont allaiter. Le deuxième, il est d'ordre sanitaire. Ça fait seulement 3 ans que je m'intéresse à l'allaitement, parce que ma fille a 3 ans. Je ne me suis jamais intéressée avant. Et en 3 ans, il y a à peu près un scandale sanitaire sur les préparations commerciales infantiles par an. Salmonella, rappel de produits, produits toxiques dans les emballages qui passent dans le lait. Et ça pose pour moi vraiment la question, est-ce qu'on veut que ce soit des grands industriels qui aient la santé de nos enfants entre leurs mains? L'autre point qui est plutôt santé et qui rejoint l'économie, c'est que du coup ces foyers précaires qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les préparations commerciales infantiles, et ben on a des cas par an où les personnes vont plus diluer et du coup les enfants vont être sous-nourris parce que les parents n'ont pas les moyens. Dans la crise qu'on est en train de passer aujourd'hui, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de comment on peut protéger l'immunité. Et quand même, le berceau de l'immunité, on sait que le système immunitaire se passe beaucoup dans le ventre. Et toute la flore intestinale, la façon dont elle se crée chez le petit humain, ça va être l'accouchement vaginal, qui va coloniser en premier l'intestin, et le lait maternel. Pour un bébé en césarienne ou sans lait maternel, ça va être tout ce qui touche. C'est un peu plus la loterie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'aura pas un bon système immunitaire. Ça veut simplement dire que l'allaitement permet de l'optimiser et de s'assurer qu'il soit bon. Le dernier point, il est d'ordre environnemental. Et donc aujourd'hui, cette conférence elle a lieu dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement. Et cette année, le thème, c'est Allaiter pour une planète plus saine. L'allaitement, alors j'avoue, moi quand j'ai allaité, j'ai pas eu du tout conscience qu'il y avait un enjeu écologique à ce que je faisais. L'allaitement, du coup, c'est 0 déchet. Théoriquement, on produit ce que l'enfant a besoin. Alors, c'est pas tout à fait vrai, au début on avait perte, hein. Mais globalement, on est quand même assez proche. Il y a un rapport de l'OMS, même si c'est pas très précis parce que c'est compliqué d'avoir des vrais chiffres, mais en regardant le poids financier de l'industrie des préparations commerciales infantiles, ça confirmerait. Dans le monde, seuls 40% des enfants sont allaités. Donc 60% de la population des nourrissons dans le monde sont nourris par des préparations commerciales industrielles. Je vous laisse imaginer, si vous y arrivez, la quantité de lait qu'il faut, la quantité d'eau, d'énergie de transformation, d'énergie de transport pour pouvoir nourrir tous ces enfants. Cette partie-là, elle a été compliquée à faire pour moi. J'ai eu énormément d'hésitation parce qu'elle a un côté qui est extrêmement culpabilisant et qui vient amener une pression sur les femmes alors qu'on en a déjà beaucoup. J'ai démarré ma conférence en parlant des 2 lobbies et des pressions qu'on avait. Pour moi, ça reste primordial que les femmes aient le choix. L'allaitement est un sujet sociétal et je pense que c'est important de l'amener aujourd'hui parce que dans notre monde aujourd'hui, les femmes ne sont pas libres d'allaiter, c'est très compliqué. Et ce serait bien qu'on change ça. Mais le choix d'allaiter ou non, c'est un choix de la femme. Et c'est toujours la peur quand on est pro-allaitement et qu'on vient expliquer ce genre de choses, c'est d'aller perdre ce droit-là. Le droit inaliénable
du corps sur la femme, il est déjà assez fragile, je trouve, dans notre pays, pour qu'on vienne y rajouter ça. Je trouve ça important qu'on retienne que derrière du lait maternel, il y a un corps, une femme, son histoire. Et que si l'enfant se nourrit de lait, il se nourrit aussi d'amour et qu'il a besoin que la mère soit bien. Allaiter aujourd'hui, c'est quand même sortir d'un cadre social, c'est avoir une autre vision du corps, c'est être en accord avec ça en fait. Et des femmes qui se forceraient à donner le sein, ce n'est bon ni pour elles ni pour l'enfant. Et ça, c'est quelque chose dont je reste persuadée. Moi, ce que je me bats aujourd'hui, c'est pour que les femmes qui ont envie d'allaiter puissent le faire. On a 70% de femmes qui allaitent à la maternité. Ça peut paraître peu, et par rapport aux autres pays, c'est très peu. Mais si déjà toutes ces femmes pouvaient mener à bien leur allaitement, on aurait fait un petit tabaski. Pour moi, on a tout à gagner à avoir une société qui permette l'allaitement. C'est une société où les parents ont du temps avec leurs enfants, où les conditions de travail sont un petit peu plus flexibles, où le personnel médical est formé et a du temps à accorder à ses patients. Et je suis persuadée que si on crée une société qui a toutes ces conditions, on aura probablement un taux d'allaitement beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Et si jamais ça ne devait pas être le cas, on aura sûrement des maternités plus apaisées. Et ça, ce sera bien fait pour l'humanité. Voilà. Merci pour votre écoute. Je suis à la fin de tout ce que j'avais à raconter. Et du coup, maintenant, je suis tout à fait ouverte si vous avez des questions, des interrogations. Je sais que ça fait beaucoup d'un bloc. Si vous voulez aussi faire une pause pipi ou pause boisson, c'est possible. Ou si vous assommez. Merci à vous. Je sais pas si vous... Ouais. J'ai une question qui est pour les personnes qui font le double allaitement, c'est-à-dire de donner le sein à deux enfants d'âge complètement différents. Ouais. On dit que le lait il évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Ça doit être lié entre la relation et comment l'enfant est tête, etc. et que la mère, le corps humain va répondre. Comment le corps il répond au fait qu'il va du coup donner à manger à un petit et puis un grand qui a du coup a priori des besoins différents? Il va toujours s'adapter au plus jeune. Et du coup le grand il va de nouveau avoir du lait de bébé qui est hyper riche ou je sais pas. Ou... Ouais, il va repasser par une phase de colostrum et souvent en fait... Alors Michel Audin disait, je trouvais ça super intéressant, que théoriquement nos ancêtres, donc en moins de 300 000, comme ils devaient tout le temps porter les bébés devaient tout le temps téter. Et quand un bébé tète tout le temps, c'est un effet contraceptif. Et pour lui, du coup, naturellement, les femmes avaient au moins 3 ans d'écart entre leurs enfants et ne co-allaitaient pas. Donc, le co-allaitement, c'était quelque chose de notre génération. C'est une des hypothèses qui fait, parce que c'est compliqué à aller prouver, mais j'avoue que ça me parle assez. La nature est privilégiée toujours le plus jeune, et c'est vrai que souvent, les enfants vont être, enfin pas souvent, mais parfois pendant la grossesse, la mère est très sensible, où les enfants vont plus vouloir téter, le plus grand, et puis il reprendra peut-être derrière. Et notamment parce que la mère repasse par la phase de colostrum, et le colostrum est salé, là où le lait était sucré. Voilà, donc c'est souvent... dans l'idée, à partir du moment où les préparations commerciales infantiles correspondent à tous, un grand qui tète du lait de petit, c'est pas dramatique, quoi. Mais, voilà. Par contre, j'ai pas la réponse à la question. Vu que maintenant on commence à savoir que le lait est différent entre une fille et un garçon, qu'est-ce qui se passe s'il y a un jumeau de chaque sexe? C'est une vraie curiosité pour moi. Ouais. Merci beaucoup déjà. Et j'ai deux petites questions. La première question, c'est quand tu dis 40% des enfants sont allaités dans le monde, c'est combien de temps? Non, mais est-ce que c'est à compte, tu vois, 3-4 semaines ou c'est plus long ou... Ouais, c'est une très bonne question, mais je vais pas avoir la réponse. D'accord. Je sais que même l'étude, j'ai eu du mal à trouver. J'ai trouvé un article qui disait que l'OMS disait ça. Donc, je n'ai même pas la source de base de l'OMS. Mais du coup, après, je me suis basée sur le poids de l'industrie. Ouais.
Mais non, c'est une bonne question, je connais pas les moyennes. Pour savoir, tu vois, si c'est quelques semaines ou. Parce que ça paraît fou en fait qu'il y ait 60% des enfants dans le monde qui sont même pas allaités une semaine, par exemple. Je trouve ça dingue. Mais peut-être, hein. Mais, voilà. Et l'autre question, c'était comment t'expliques. Moi j'ai plutôt l'impression aussi, mais ça doit dépendre vachement des milieux sociaux, que ce qui se raconte autour de moi, c'est plutôt que en fait, ce qu'il faut faire, c'est allaiter son enfant et c'est 6 mois, et voilà. Enfin, tu vois, j'ai plus ce truc d'injonction à l'allaitement, mais je pense que ça joue vachement sur les milieux sociaux, et je suis hyper surprise, vu que j'ai l'impression que c'est quand même la norme, qu'on dit beaucoup et tout, de ce que tu dis sur tous les bâtons qui sont mis dans les. Enfin, où en fait c'est pas du tout si simple alors qu'on te dit que c'est ce qu'il faut faire. Et comment tu expliques ce décalage entre à la fin un discours, oui, l'OMS, mais aussi tout le monde qui dit oui, c'est quand même mieux pour l'enfant, et on a l'impression qu'on culpabilise. Enfin, moi j'ai l'impression, de là où je parle, qu'on culpabilise plus les mamans qui décident de ne pas allaiter leur enfant que l'inverse. Et en même temps, ça a l'air d'être affreusement en galère et avec assez peu d'aide, assez peu de personnes formées. Et moi, je crois qu'autour de moi, les filles qui ont accouché et allaité leur enfant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lâché, mais elles ont galéré. Enfin, je suis à 100% de copines pour qui ça a été compliqué en fait. Bah, Du coup, je comprends pas trop le décalage. Je sais pas si toi tu as un avis sur la question. Bah, du coup, c'est un peu ce que je disais, on considère l'enfant, mais on oublie la femme. Ouais. C'est comme dans toute l'histoire, tu vois, il y a eu des tentatives de médecins qui ont dit oui, mais il faut que les femmes allaitent parce qu'en réalité, au Moyen-Âge, elles mouraient de mastite. On leur disait de pas donner le sein à la naissance, donc elles faisaient une mastite, c'est une inflammation du sang. Une mastite, un abcès, et on avait beaucoup de femmes qui mouraient de ça. Et ça, c'est jamais pris en compte. Aujourd'hui, les difficultés de l'allaitement, pour moi, elles viennent du décalage entre ce qu'on a, entre tous ces mythes qui touchent, qui sont connus, c'est-à-dire le fait qu'on est persuadé que les femmes n'ont pas assez de lait, qu'ils ne soient pas assez nourrissants, et la difficulté pour les médecins de savoir qu'ils ne savent pas. Mais pourquoi ils disent qu'il faut le faire quand même dans ce cas? Bah, ils disent, alors pour le coup, j'ai demandé à une copine de médecine, réellement, qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Elle m'a sorti son livre. Ils ont une page, et par rapport à quand on voit les quantités de ce qu'ils apprennent, une page qui dit que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tout. Ça explique pas la physiologie de l'allaitement, ni comment ça l'accompagner, explique pas les problématiques, ça explique pas comment l'accompagner. Et eux, ils savent même pas vers qui envoyer en fait. Et c'est un peu la. Par contre, ils savent bien que si l'enfant perd du poids, c'est grave, que si l'enfant sort de sa courbe, ça peut être grave. Et du coup, dès qu'il y a une problématique, ils préfèrent basculer sur des préparations commerciales que de prendre le risque sur l'allaitement. Mais pour moi, c'est vraiment une question de culture, mais parce que ça fait des siècles qu'on a oublié comment on allaitait, quoi. Et d'ailleurs, j'ai oublié, dans les années 70, je sais pas pourquoi je l'ai noté, normalement, je dis, il y a une découverte qui a révolutionné dans les années 70, qui est une vraie découverte scientifique. Hein. On a découvert que l'enfant avait besoin de sa mère. Parce que jusqu'aux années 70, à la naissance, on retirait l'enfant de sa mère et on lui refusait le colostrum, donc le premier lait. Et ce qui explique Michel Audin, c'est quelque chose qui a fasciné les vétérinaires parce que l'humain est le seul mammifère capable de survivre sans le premier lait de sa mère. Donc on a vraiment une capacité d'adaptation et en fait c'est parce qu'on a une partie des anticorps qui passent par le placenta. Là où les autres animaux naissent complètement vierges. C'est-à-dire on les séparait combien de temps? Bah, tu vois, ma grand-mère, elle me disait tant que l'enfant n'avait pas évacué le méconium, donc le méconium c'est les premières selles, il n'avait pas le droit de téter. Donc 3 jours sans téter, alors pas forcément complètement séparé de sa mère, mais 3 jours sans téter. Jusqu'au 19e, pour évacuer le méconium, on donnait un mélange d'huile d'amande et de vin au bébé. Donc on a plein de campagnes derrière qui expliquent qu'il ne faut pas donner de vin aux enfants. Et puis on a des écrits où les femmes, pour sortir des engorgements, parce que du coup elles avaient pas de bébé qui tète, elles faisaient téter d'autres femmes ou de chiens. Vraiment des conditions.
Du coup, on part de très loin quand même en termes d'allaitement. Est-ce qu'il y aurait une sélection qui aurait été faite vis-à-vis de ces pratiques? Enfin, une sélection naturelle, oui, j'avais oublié le mot. De se dire, en fait, on a tellement mis en place ce système de non-allaitement pendant les 48 ou 3 premiers jours que les seuls qui survivaient allaient pouvoir continuer et que ça va peut-être amener à cette capacité à pouvoir survivre sans un colostrum parce que de toute façon tous les autres étaient morts et qu'ils n'ont pas perduré. Mais ça n'a pas été fait sur la planète entière aussi. Donc, ouais. Je pense qu'il y a d'autres civilisations où on n'a jamais pratiqué ce genre de sélection naturelle. Enfin, voilà. Après, on en a fait de tout temps des sélections naturelles. Ouais. Parce que t'as typiquement. C'est encore du Michel Audin, j'avoue que je suis le plan de renseigner en ce moment, qui expliquait qu'en fait, plus la civilisation était violente et avait de guerres, etc., plus les conditions de naissance étaient violentes. Parce que du coup, l'ocytocine venait amoindrir ça. Et il mettait un exemple extrême, il disait que les Spartes, quand le bébé naissait, on le jetait par terre, s'il survivait, c'est que c'était un bon guerrier. Et effectivement, c'était de la sélection. Est-ce que vraiment on peut appeler ça naturel, mais c'était de la sélection. Oui. Et pour le coup, sur l'idée de survivre au colostrum en fonction de la sélection naturelle, oui, je pense qu'il y a beaucoup de bébés qui sont décédés de ça, c'est clair. Et après, est-ce que ça a fait une sélection, je ne sais pas. Mais c'est une idée qui est super intéressante. Et ce que tu disais sur parce qu'il y a peut-être un moment où j'ai décroché, mais le travail famille-patrie, à ce moment-là, on a mis en valeur l'allaitement ou pas? Non. Non. On n'a pas mis en valeur l'allaitement. Les femmes n'ont pas eu le choix d'allaiter parce qu'il n'y avait plus de lait. D'accord. Donc plus de préparation. Il n'y a pas eu une campagne pro-allaitement qui pourrait expliquer le décalage après en mode pour oublier Pétain, il faut donner des biberons. Non mais je sais pas, ça peut jouer dans la conscience collective. Alors par contre, c'est effectivement des époques où il y a des campagnes très fortes de publicité de biberon parce que mais j'aime beaucoup ce qu'il y a en termes d'illustration. Notamment, ça je n'ai pas parlé, où en fait chez les nourrices, les enfants étaient mis parfois directement au pied de la vache et de la chèvre. Et du coup, il y a beaucoup d'illustrations qui sont à l'époque. Et comme je disais, les caractéristiques passent par le lait, donc on a plusieurs écrits qui disent à quel point la chèvre est un animal magnifique. Mais du coup, on est sur l'époque où tu as de plus en plus de campagnes publicitaires autour du lait, dans les années 50-60, qui collent à ça. D'accord. Mais par contre, ce que tu dis, c'est plus de ce que j'ai compris. J'avoue que le féminisme, c'est une notion que j'ai découvert en allaitant. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais jamais sentie concernée avant d'être mère. Donc c'est quand même assez neuf pour moi. Et sur la période de Vichy, c'est plus qu'il y a eu un vrai recul des droits des femmes, dans le sens où les femmes travaillaient, les femmes étaient dans la vie sociale. Et là, tout d'un coup, elles ont été confinées au foyer avec la vraie mission de faire des enfants. Donc pas forcément d'allaiter. Mais ça va ensemble. Mais voilà, l'injonction qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants. Donc après, c'était un rejet de la maternité complète, dont fait partie l'allaitement. Par rapport moi, aux connaissances médicales, j'ai un témoignage parce que mon bébé il a été hospitalisé à 10 jours de vie. Et du coup, les médecins, quand ils ont su que j'allaitais, c'était ouais, c'est super, vraiment, ça va être le premier médicament pour lui, tout ça. Et il s'est trouvé que, en fait, il a été hospitalisé pour des apnées, mais en même temps, j'avais une espèce d'infection sur l'aréole et on ne savait pas ce que c'était. Et du coup, j'avais un antibiotique qui avait été prescrit par un médecin qui avait un DU en allaitement et qui m'avait dit il n'y a pas du tout de souci pour qu'il tète. Et donc quand les médecins ont su que j'avais ça pendant l'hospitalisation, ils ont dit c'est super l'allaitement, c'est le premier médicament. Par contre, il ne faut pas qu'il tète au sein. Par contre,
ah ben votre bébé il est plus réveillé maintenant, tout ça. Oh là là, ben, du coup, ah oui, vous avez l'impression que c'est plus difficile. Ah mais vous inquiétez pas, on va vous aider, on va lui donner autre chose. Ah mais il faut que vous vous reposiez, tirez votre lait. Comment ça fait 10 jours, vous savez pas, vous avez jamais vu de tire-lait, on vous a pas dit on vous a dit qu'il faut pas tirer votre lait avant 3 semaines. Non, non, tirez votre lait et donnez le biberon au papa. Et c'était, en fait, tout ça, c'était hyper... C'est bienveillant. Voilà, c'est ça. Mais contradictoire. Mais moi, enfin, heureusement que j'avais des connaissances qui me disaient que c'était vraiment pas les choses à suivre, parce que sinon, je pense que j'arriverais pas, quoi. Mais c'est aussi le problème, c'est qu'en plus, tu vois, tous ces conseils, ils sont du corps médical. Ouais, donc, on a tendance à aller faire confiance. Et puis ils sont réellement bienveillants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté du tout de nuire à la mère. Mais même principe, quand les gens autour de vous disent ah mais donne-lui un biberon ou épaissis ton lait pour qu'il passe ses nuits. C'est bienveillant. Alors après, éliminer un bébé, c'est 5 heures. Ça va pas changer ça. Mais oui, ton témoignage, il est... C'est vraiment un manque de connaissances dans la physiologie de l'allaitement, quoi. Et un manque de connaissances qu'il y a des personnes formées. Parce que donc moi du coup, je disais j'accompagne, mais j'ai rien qui prouve ma formation entre guillemets. J'étais formée par mon association, j'ai fait d'autres formations auprès de personnes compétentes, mais je n'ai pas accès. Il y a un diplôme américain qui valide les connaissances, et pour ça il faut être professionnel de santé, donc je ne le suis pas. Et comme c'est un diplôme américain, il n'est pas très connu des médecins français. C'est le diplôme IBCLC. Donc si jamais vous avez besoin de vous faire aider par l'allaitement, c'est soit des gens qu'on vous a recommandés, vous êtes sûr qu'ils sont fiables, soit un professionnel certifié IBCLC. Et ça, c'est ce qui est dommage, c'est ne serait-ce que si dans tous les hôpitaux, il y avait au moins un conseiller IBCLC, on changerait déjà beaucoup la donne. Donc en fait, aux États-Unis, il y a quand même. C'est assez pro-allaitement. Alors, les États-Unis. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas entre la Ligue. Alors en fait, la Ligue clinique, qui est l'organisme d'allaitement qui s'est après réparti dans le monde entier, vient des États-Unis. Et les États-Unis sont très très pro-allaitement, mais ils sont aussi extrêmement prudents. C'est moi ce que je trouve très inquiétant dans les États-Unis. Je ne sais pas si vous regardez les séries américaines. De plus en plus, il y a de l'allaitement, mais c'est toujours des tire-laits. Aucun problème pour montrer les tire-laits. Vous allez voir les femmes qui tirent, mais vous ne verrez jamais un bébé au sein. Par contre, vous allez voir des papas qui donnent des biberons. Et aux États-Unis, il y a plusieurs États dans lesquels les femmes n'ont pas le droit d'allaiter dans la rue. C'est carrément une loi. Et après, nous, sur les groupes d'allaitement, on se bat souvent avec Facebook et Instagram, parce que s'il y a le moindre bout de téton, on est shadowban, c'est-à-dire que le compte est bloqué. Et notamment, sur l'allaitement tout à l'heure, on intervient beaucoup en ligne, et quand les mères elles ont une mastite ou autre, et ben, elles ne peuvent pas poster. Parce que du coup, on voit le téton, quoi. Et c'est possible que s'il y a le bébé au bout du téton, ça passe. Ça fait 2 ans que ça passe. Parce que ça a beaucoup gueulé, donc ça finit par passer. Mais voilà, le bébé, si vous avez une photo, moi j'ai une photo, ça avait mis un bon malaise. Ma fille avait 3 mois au sein et j'ai un copain qui est arrivé qui fait coucou Camille. Donc Camille elle s'est retournée, elle lui a fait coucou. Donc beau sein à l'air quoi. Mais ça c'est une photo comme ça, avec un bébé qui vient de lâcher le sein, ça passe pas. Donc oui. Et par contre c'est vrai qu'aux États-Unis, les professionnels IBCLC sont reconnus. Et les mères sont plus accompagnées. Par contre, je pense qu'il y a une pression qui est encore plus forte que chez nous sur les mères et une liberté de la femme qui est encore moindre. C'est drôle les contradictions parfois qui s'imposent entre oui, c'est super allaité, mais non, t'as pas fait ça, mais alors ouais. que. Faut allaiter, mais sans montrer le sein. Sur cette histoire de dire ouais, l'allaitement c'est génial pour la santé, mais on n'a pas de bille. C'est aussi intéressant de voir. Pardon, je
suis stressée de prendre la parole, alors j'espère pas bien. Pourquoi il y a masque? Surtout avec ce masque. Ouais. Je suis peut-être quand même- Mais il faut voir dans l'histoire des métiers de sage-femme, doula et médecin, d'où elles viennent, quoi. C'est-à-dire que l'ancêtre du métier de sage-femme, c'était ces femmes qui aidaient à